Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui nous parlons Pacte Dutreil et transmission d'entreprise familiale. Nous allons voir comment optimiser la transmission entre les parents et les enfants repreneurs et ainsi être exonéré à hauteur de 75% des droits de mutation à titre gratuit. Alors comme on l'a dit, le pacte Dutreil va permettre sous certaines conditions de faire bénéficier à la transmission de l'entreprise familiale d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des 3/4 de la valeur. Cette transmission va alors se faire par décès ou par voie de donation. Il faut bien d'ailleurs préciser que cette exonération de 75% de la valeur des titres transmis n'est pas limitée en montant. Ainsi, on va avoir une exonération partielle qui va s'appliquer aux transmissions de parts et actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et qui feront l'objet d'un engagement collectif de conservation, ou alors de la transmission de parts ou actions de sociétés interposées, et quel que soit leur régime fiscal, on va viser les parts ou actions de sociétés détenant soit directement par un simple niveau d'interposition, soit indirectement par l'intermédiaire d'une autre société, donc là on a un double niveau d'interposition, qui vont détenir alors une participation dans la société, donc les parts et actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation. Alors concernant la transmission des parts ou actions de sociétés interposées, il faut savoir qu'en présence d'un seul niveau d'interposition, la valeur des titres de société interposée qui va être transmis donc par décès ou par donation va être exonérée à 75% à proportion de la valeur réelle de l'actif brut de cette société qui correspond à la participation soumise à l'engagement collectif de conservation. Alors qu'en cas de double niveau d'interposition, l'exonération partielle qui est appliquée à la valeur des titres de la société détenue directement par le redevable, va être faite dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci, représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation. Alors en précision, il faut savoir que pour la transmission des parts ou actions de société exerçant une activité donc industrielle, commerciale, artisanale, agricole et libérale, normalement, il ne faut pas d'activité civile. Ou alors, elle peut exercer une activité civile accessoire pour bénéficier du régime de faveur. En effet, il faut que le caractère de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit prépondérant et il s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices qui est déterminé d'après la nature de l'activité et des conditions de l'exercice. Ainsi, les activités purement civiles seront exclues. C'est naturellement le cas des sociétés de gestion financière ou immobilière. Comment on vise des parts ou actions de sociétés exploitantes? Les parts ou actions de sociétés holding animatrices de groupe vont également pouvoir bénéficier de l'exonération partielle directe. Pour la notion de société holding animatrice, je vous renvoie à une autre vidéo où nous détaillons plus précisément quelles sont les sociétés holding considérées comme animatrices. Pour préciser également, il faut savoir que des donations d'usufruit ou avec réserve d'usufruit peuvent également bénéficier de l'exonération partielle. En effet, en cas de donation d'usufruit ou de réserve d'usufruit, l'exonération va alors s'appliquer à la valeur de l'usufruit ou de la nue-propriété des titres déterminée par application du barème imposé par l'article 669 du CGI. De même, on peut envisager des transmissions de titres de société étrangères qui pourront bénéficier de l'exonération partielle. Enfin, il faut savoir que cette exonération partielle de 75% est cumulable avec la réduction de droits spécifiques aux donations d'entreprise à condition qu'elles soient réalisées en pleine propriété et que le donateur soit âgé de moins de 70 ans. Dans ce cas-là, on a une réduction de 50% des droits. Alors il faut savoir que le régime du pacte Dutreil est soumis à plusieurs conditions, notamment premièrement la souscription d'un engagement collectif de conservation des parts ou actions de la société exploitante pendant au moins 2 ans. Également au moment de la transmission, un engagement individuel de chacun des héritiers, légataires ou donataires de conserver leurs parts ou actions transmises pendant au moins 4 ans. Et enfin, pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les 3 ans qui suivent la transmission, l'exercice d'une fonction de direction de la société exploitante par l'un des associés ayant souscrit l'engagement collectif ou l'un des héritiers, légataires ou donataires ayant pris l'engagement individuel. Alors pour commencer par le premier engagement collectif de conservation, les parts ou actions de sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale vont devoir faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pour une durée minimale de 2 ans. Ce délai minimal va commencer à courir à compter de l'enregistrement de l'acte le constatant, donc, ou à compter de la date de l'acte, bien sûr, si c'est un acte authentique. Il faut compléter que cet engagement doit, par principe, être en cours au jour de la transmission. Il doit être pris soit par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. Cet engagement peut être pris seul, ou alors avec un ou plusieurs autres associés, personnes physiques ou morales. Et en cas d'interposition, c'est l'engagement qui est pris par la société qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l'objet de l'engagement collectif de conservation.
Et il faut savoir que les titres des sociétés interposées n'ont pas eux-mêmes à être soumis à l'engagement collectif de conservation, et le bénéfice de l'exonération va être alors subordonné à condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif, et également au titre de la période d'engagement individuel que nous allons voir ensuite. Alors comme on l'a dit, l'engagement collectif de conservation est de 2 ans minimal à compter de l'enregistrement de l'acte le constatant. Il doit être en cours au jour de la transmission et il doit porter, si c'est des titres de société cotée, sur au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote attachés aux titres émis par la société, ou alors s'il s'agit de titres de société non cotés, sur 17% des droits financiers ou 34% des droits de vote attachés aux titres émis par la société. D'ailleurs, ces pourcentages de détention doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation des titres. Alors il faut préciser que cet engagement collectif de conservation peut également être réputé acquis lorsque le défunt ou alors le donateur, seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire, détient directement ou indirectement, cette fois-ci dans la limite d'un seul niveau d'interposition, depuis 2 ans au moins, le quota de titres requis pour la conclusion de cet engagement. Donc 10% de droits financiers et 20% de droits de vote attachés aux titres émis par la société en cas de titre de société cotée, ou alors 17% de droits financiers et 34% de droits de vote attachés aux titres émis par la société en cas de titre de société non cotée. De plus, il faut que l'une de ces personnes exerce dans la société concernée depuis plus de 2 ans son activité principale, ou lorsque c'est une société soumise à l'IS, l'une des fonctions de direction explicitement énumérées par le Code général des impôts. Donc on vise bien sûr président, directeur général, membre du conseil de surveillance, etc. Enfin, pour terminer au niveau de l'engagement collectif de conservation, on a vu qu'il doit être en cours au jour de la transmission, ou alors il peut être réputé acquis, mais il peut être également conclu post-mortem. En effet, en l'absence d'engagement pris avant la transmission par décès, on pourra conclure un engagement collectif de conservation dans les 6 mois du décès par un ou des héritiers, légataires entre eux ou avec d'autres associés. Donc là, c'est une troisième possibilité de faire un engagement post-mortem. Alors après l'engagement collectif, on a aussi l'engagement individuel de conservation. C'est-à-dire qu'au moment où il y a la transmission, chacun des héritiers ou légataires ou donataires va devoir à son tour s'engager pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les titres qui ont été transmis pendant une période d'au moins 4 ans. Cette période va commencer à courir à compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation des titres, ou alors de la transmission lorsque l'engagement collectif de conservation a été réputé acquis. Alors petite précision en cas de donation-partage avec Soult, puisque ça fait aussi l'objet d'une autre vidéo sur le Family Buyout, le LBO familial. Il faut savoir que dans ce cas, l'engagement individuel de conservation doit être souscrit par l'attributaire effectif des titres, indépendamment des modalités de calcul des droits de donation. Ainsi, l'ensemble des donataires va bénéficier du régime de faveur, même si c'est le seul bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise qui doit souscrire l'engagement individuel de conservation. Pour ce mécanisme de LBO familial, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. Alors comme on l'a dit, l'engagement va porter sur les titres transmis au jour du décès ou alors de la donation, mais il va également porter sur les titres de la société interposée détenant les titres couverts par l'engagement collectif. De même, pour compléter, il faut savoir que l'héritier, légataire ou donataire peut prendre un engagement individuel sur une seule partie seulement des titres qui ont été transmis. Dans ce cas-là, bien sûr, l'exonération partielle ne va s'appliquer que sur la partie étant sujette à l'engagement individuel de conservation. Enfin, après l'engagement collectif de conservation et l'engagement individuel de conservation, on a aussi le critère d'exercice professionnel dans la société. Ainsi, l'un des associés qui a souscrit l'engagement collectif de conservation des titres ou l'un des héritiers ou légataires ou donataires qui a pris l'engagement individuel de conservation doit devoir exercer dans la société pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la transmission son activité professionnelle. Donc si c'est une société de personnes, il va devoir exécuter son activité principale, et si c'est une société soumise à l'IS, il va devoir effectuer l'une des fonctions de direction strictement énumérées par le Code général des impôts, telles que président, directeur général ou président du conseil de surveillance. Il y a une petite exception, c'est que lorsqu'il y a un engagement collectif réputé acquis, donc comme on a vu précédemment, le donateur ne peut pas exercer la fonction de direction après la donation des titres. Alors cette exclusion en fait incite à la signature d'un engagement collectif si les héritiers ou donataires ne sont pas certains de vouloir diriger la société eux-mêmes. Dans ce cas-là, il vaudra mieux conclure un engagement collectif de conservation avec un associé exerçant déjà des fonctions dans la société ou possédant les compétences nécessaires avant la transmission. Et bien sûr, en cas de conclusion d'un engagement post-mortem, l'administration admet que la condition d'exercice de la fonction de direction ne soit remplie qu'à compter de la date de conclusion de l'engagement. Ainsi, le délai de 3 ans ne va démarrer qu'à la date de conclusion de l'engagement individuel de conservation. Alors parfois dans les SAS où le président peut être une personne morale, il va être judicieux de faire signer l'engagement par une société constituée ad hoc. Cette société sera ensuite nommée présidente et pourra désigner ensuite librement son dirigeant qui pourra exercer les fonctions de président de la SAS en qualité de représentant permanent. De même, il faut préciser qu'il n'est pas nécessaire que les fonctions de direction dans la société soumise à l'IS soient exercées par la même personne pendant toute la durée de l'obligation d'exercice des fonctions de direction. Alors on a vu les conditions d'application du régime du pacte Dutreil.
pour bénéficier de la réduction de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75%, mais c'est des conditions d'application strictes qui doivent être respectées pendant tous les délais d'engagement. Ainsi, en cas de non-respect de l'engagement collectif de conservation des titres, tous les héritiers ou légataires ou donataires vont devoir en principe acquitter le complément de droit de mutation à titre gratuit qui sera lui-même majoré de l'intérêt de retard. Toutefois, à titre d'exception, il faut savoir qu'en cas de cession, départ ou action, les autres signataires vont pouvoir échapper à la remise en cause du régime de faveur s'ils conservent leur titre jusqu'au terme initialement prévu et que les seuils de détention restent atteints, donc on a vu les pourcentages de détention en droit financier et en droit de vote, ou si le cessionnaire va s'associer à l'engagement à raison des titres cédés afin que les seuils demeurent encore respectés. Mais par contre, dans ce cas-là, pour le nouveau cessionnaire qui serait un tiers à l'engagement collectif, il faudra reprendre un nouvel engagement reconduit pour une durée minimale de 2 ans. Enfin, de même, en cas de cession ou donation d'une partie seulement des parts ou actions transmises, l'exonération partielle ne sera remise en cause à l'égard du cédant ou du donateur qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données, si le cessionnaire ou le donataire est un autre signataire du pacte. Ainsi, il faut retenir qu'une fois que l'acte de succession ou de donation a été constaté et enregistré, l'engagement collectif de conservation des titres souscrits par le défunt ou le donateur est en principe figé. De même, pour préciser que les cessions à titre onéreux et les donations de titres vont être expressément autorisées entre signataires pendant la durée de l'engagement collectif. Ces mutations pourront alors porter sur la pleine propriété, la nue propriété ou l'usufruit des titres. Ainsi, il peut être intéressant de faire signer le pacte par une personne morale, ce qui va permettre les cessions à son profit sans remise en cause de l'engagement collectif, même si la personne morale a changé de contrôle. Enfin, il faut également préciser qu'en cas d'interposition de société, les participations doivent bien rester inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée des engagements, collectifs puis individuels. Ainsi, toute diminution du nombre de titres détenus directement ou indirectement dans la société exploitante va remettre en principe le régime de faveur. Néanmoins, à l'inverse, en cas d'augmentation de la participation dans la société, on ne fait pas tomber l'exonération. De même, en cas de non-respect des engagements individuels de conservation par l'héritier légataire ou donataire, celui-ci est normalement tenu de s'acquitter le complément des droits de mutation à titre gratuit majoré de l'intérêt de retard. En effet, puisque toute cession à titre onéreux de part ou action couverte par l'engagement individuel, même à un membre de l'engagement collectif de conservation va entraîner la remise en cause de l'exonération dont a bénéficié l'héritier légataire ou donataire. Une exception existe toutefois en matière d'apport de titres à une société holding que nous allons développer juste après. Une deuxième exonération existe également en cas de décès de l'héritier légataire ou donataire qui était tenu par l'engagement individuel, à condition que ses propres héritiers ou légataires conservent les titres reçus jusqu'au terme de l'engagement. De même, l'exonération va tenir s'il y a donation des titres par l'héritier à un descendant qui lui-même s'engage à poursuivre l'engagement individuel jusqu'à son terme. Enfin, au titre du non-respect de l'exercice dans la société, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'exercice d'une activité principale ou d'une fonction de direction selon le type de société, tous les héritiers ou légataires donataires seront tenus d'acquitter le complément de droit de mutation à titre gratuit, qui lui-même sera majoré de l'intérêt de retard. Alors comme on l'a dit, il peut y avoir quand même un maintien du régime de faveur, même s'il y a non-respect de l'engagement collectif de conservation ou l'engagement individuel de conservation. C'est dans le cas d'un apport de titre à titre pur et simple ou partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage, donc un apport de titre à une société holding dont la valeur réelle de l'actif brut est à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation, composé à plus de 50% de participation dans la société soumise aux engagements, donc collectif de conservation et individuel de conservation. De même, il faut pour le maintien du régime de faveur que la société holding soit à l'issue de l'apport détenue à hauteur de 75% au moins du capital et des droits de vote par les personnes soumises aux obligations de conservation. Il faut que la société holding soit dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Enfin, il faut que la société holding ainsi que les héritiers ou légataires donataires prennent respectivement l'engagement de conserver les titres apportés et les titres reçus en contrepartie de l'apport jusqu'au terme des engagements de conservation. C'est là qu'on voit se mettre en place le LBO familial, dit Family Buyout. Donc je vous renvoie encore à notre vidéo spécifique sur ce montage pour la transmission des entreprises familiales. Puisque ça va permettre de financer avec des effets de levier juridiques et fiscaux et financiers les soultes de partage et de faire profiter tous les donataires de l'exonération partielle du pacte Dutreil, alors qu'un seul enfant va reprendre l'entreprise familiale. Alors pour apporter des précisions en matière d'apport, il faut savoir que l'apport peut porter sur les titres détenus directement dans la société exploitante, mais également sur les titres d'une société interposée, qui va détenir elle-même directement les titres de la société opérationnelle faisant l'objet de l'engagement. Les titres vont pouvoir être apportés à la société holding lors de sa constitution ou alors ultérieurement.
Et par principe, il faut que ça soit un apport à titre pur et simple. Il ne faut pas que ça soit un apport à titre onéreux ou mixte. Mais par exception, on peut quand même faire, comme je l'ai dit précédemment, un apport à titre onéreux partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage. Dans ce cas-là, c'est l'héritier ou le donataire qui va apporter les titres à la société holding qui elle-même va devoir prendre en charge le paiement de la soulte et le montant de l'emprunt souscrit pour financer cette soulte, dont l'héritier normalement est redevable envers les autres héritiers à l'issue du partage de la succession ou de la donation-partage. Comme je l'ai dit, cette mesure va pouvoir s'appliquer également sous les mêmes conditions à l'apport de titres d'une société interposée qui va détenir directement les parts ou actions de la société objet du pacte. Et dans ce cas-là, à l'issue de l'apport et jusqu'au terme des engagements de conservation collectifs et individuels, la valeur réelle de l'actif brut de la société holding va devoir être composée à plus de 50% de participation indirecte dans la société cible. Deuxième possibilité, en cas de non-respect de l'engagement individuel de conservation, possibilité de maintenir le régime de faveur, c'est en cas de donation de titres, mais à condition que celui bénéficiaire de la donation de titres soit le descendant du donateur et qu'il poursuive l'engagement individuel de conservation jusqu'à son terme. Enfin, pour terminer sur le maintien du régime de faveur, il faut savoir qu'il n'est pas remis en cause lorsque le seuil minimal de participation qui est exigé pour la conclusion de l'engagement collectif de conservation ou dans le cadre de l'engagement individuel de conservation n'est plus respecté à la suite d'une fusion, d'une scission, d'une augmentation de capital ou d'offre publique d'échange préalable à une fusion ou scission dès lors que cette fusion ou scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, sous réserve que les titres reçus en contrepartie soient bien sûr conservés jusqu'au terme de l'engagement. De même, il n'y a pas de remise en cause du régime de faveur en cas de non-respect de l'engagement collectif de conservation ou individuel de conservation pour annulation de titres pour cause de perte ou liquidation judiciaire. Alors nous avons terminé avec les conditions d'exonération des droits de mutation à titre gratuit et les obligations de conservation et d'engagement à la fois collectif ou individuel. Maintenant nous allons voir les obligations déclaratives qui depuis la nouvelle réforme du pacte Dutreil ont été considérablement allégées et aménagées. Ainsi lors de la succession ou de la donation, donc la déclaration de succession ou de don manuel ou l'acte de donation doit être accompagnée de la copie de l'acte portant engagement collectif de conservation des titres et de l'attestation de la société, donc dont les titres ont fait l'objet de l'engagement collectif de conservation, qui certifie que l'engagement est en cours au jour de la transmission et qu'il a porté jusqu'à cette date sur le quota de titres requis pour le bénéfice du régime. Donc on a vu en matière de droit de vote et de droits financiers. Ensuite, dans un délai de 3 mois à compter du terme de l'engagement individuel, donc après transmission, chacun des héritiers légataires ou donataires va devoir adresser à l'administration une attestation que la société lui aura transmise et qui va certifier que l'ensemble des conditions d'application du dispositif pacte Dutreil ont été respectées jusqu'à leur terme. Et en cas de détention indirecte, c'est les mêmes obligations pour chacune des sociétés qui vont composer la chaîne de participation. Donc chacune de ces sociétés va devoir transmettre à l'héritier légataire ou donataire ces attestations, établissant que toutes les conditions d'application du régime du pacte Dutreil ont été respectées jusqu'à leur terme. Enfin, il faut savoir qu'après la transmission, l'administration peut à tout moment demander aux héritiers ou légataires donataires de produire dans les 3 mois une attestation établie par la société certifiant que toutes les conditions d'application du régime Dutreil ont été respectées de manière continue depuis la date de transmission. De même pour préciser qu'en cas d'apport de titres à une société holding, l'administration peut demander à chacun des héritiers légataires ou donataires associés de la société bénéficiaire de l'apport de joindre à l'attestation transmise par la société dont les titres sont soumis à engagement une copie de l'engagement de conservation de la société holding, ainsi qu'une attestation de cette société certifiant du respect de toutes les conditions de l'apport. De même, en cas de donation de titres faisant l'objet de l'engagement individuel à un descendant, donc comme on a vu précédemment, il faudra également fournir une copie de l'acte de donation et adresser une attestation certifiant que l'engagement individuel de conservation du donataire et l'obligation d'exercice d'une fonction de direction sont bien remplis. Nous allons terminer avec cette vidéo, nous invitons à la liker et à la partager au plus grand nombre ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous restons à votre disposition pour apporter des précisions sur le mécanisme pacte Dutreil et à vous assister pour les transmissions d'entreprises intrafamiliales. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos questions et à nous contacter sur info@cabinetlrk.com pour vous entretenir avec nous sur les conditions de transmission de vos entreprises.